auditrices et auditeurs de la radio Passion culturelle, c'est Erline avec vous au micro pour l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de placement, plus précisément de l'assurance vie. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Français, car c'est le placement préféré des Français. Donc il permet de se constituer un capital sur le long terme grâce à des versements libres ou programmés. L'épargne accumulée peut servir à de nombreux projets et permet notamment de se constituer des revenus complémentaires pour la retraite. Ce support financier présente de nombreux avantages comme une fiscalité allégée, une transmission de capital sécurisée ou le versement d'une rente, par exemple. C'est une enveloppe fiscale comme le PEA, c'est-à-dire plan d'épargne en action. Donc ce matin, nous allons voir qu'est-ce que l'assurance vie dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons parler de la souscription. Comment souscrire à une assurance vie pour en finir par comment récupérer mon argent. Donc, nous allons aborder le thème de l'assurance vie et qu'est-ce que l'assurance vie plus précisément. Donc, l'assurance vie, c'est un contrat d'épargne signé entre un assuré, c'est-à-dire vous, et un assureur, qui peut être la banque ou une mutuelle. Vous lui confiez votre argent pour qu'il le fasse fructifier pendant une durée déterminée ou durant toute la vie. L'épargne est donc investie dans un fonds en euros, ce qui est garanti, et dans des unités de compte dont l'évolution de la valeur est liée au marché financier. Un panachage des deux formules est possible et cette répartition peut être modifiée en réalisant des arbitrages. Donc, la gestion sûre ou dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les contrats monosupports, ce qu'on appelle des contrats monosupports, sont constitués de fonds en euros. Ce sont la principale originalité de l'assurance vie, car ces compartiments sont sans aucun risque, ce qui veut dire que le capital placé ne peut jamais diminuer. Et donc, l'assureur s'engage sur un taux de revalorisation minimale chaque année, auquel il ajoute en fin d'exercice des participations aux bénéfices. C'est-à-dire qu'avec des supports en fonds en euros, vous savez que votre capital est sûr. Vous êtes sûr de récupérer ce même capital et la banque, le souscripteur, de façon générale, il vous verse des bénéfices. Donc, les contrats multisupports, par contre, comprennent à la fois des fonds en euros et des fonds en unités de compte et sont donc constitués de plusieurs compartiments d'investissement. Ces unités de compte représentent des OPC, c'est-à-dire organismes de placement collectif. Donc, ils se composent de 6 caves, de fonds communs de placement et évoluent à un rythme identique à ces fonds, à la hausse comme à la baisse, qui n'offrent pas de garantie en capital. Les assurés ne sont pas obligés de choisir l'un ou l'autre. Il est donc possible de panacher ces deux types de gestion, c'est-à-dire fonds en euros et en unités de compte, afin de jouer à la fois la sécurité pour une partie de son épargne et le dynamisme des marchés financiers pour une autre. Donc, les fonds en unités de compte, ce sont des fonds qui fonctionnent sur les marchés financiers, tels que la bourse. Et donc, avec ces fonds, quand on investit dans ces fonds, on peut perdre ou on peut gagner. Mais on peut mieux gagner parce que le taux d'intérêt est plus élevé que des fonds en euros. Donc, de façon générale, le souscripteur propose de mélanger les deux afin de sécuriser une partie et que vous puissiez gagner de l'autre côté et ne pas tout perdre en fait.
L'assurance vie présente des atouts, sachant que c'est le placement phare des Français. Aujourd'hui, elle reste le placement privilégié des Français à 36% des ménages. Il faut savoir que au moins cette partie des ménages en possèdent au moins une assurance vie. 36% des ménages français possèdent au moins une assurance vie. Qu'est-ce que cela représente? Donc en fait, il faut savoir que cela représente 1580 milliards d'euros d'encours gérés. C'est le premier actif financier avec 39% des encours de placement des ménages. Donc, nous avons des chiffres. En 2014, la collecte a représenté plus de 110 milliards d'euros, dont 20 milliards en unités de compte. Donc, les encours en assurance vie contribuent au développement de l'activité économique de la France, ce qui est bon à savoir. En d'autres termes, c'est un soutien de long terme à la dette publique. Ces encours également financent les entreprises françaises à hauteur de 1220 milliards d'euros investis, dont 50 milliards dans les ETI et les petites et moyennes entreprises. Donc, de ce fait, l'assurance vie, c'est aussi un outil patrimonial qui est complet. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, elle permet en fait d'accompagner le souscripteur tout au long de sa vie en répondant à tous ses besoins patrimoniaux. Dans un premier temps, elle permet de rémunérer en fait l'épargne du souscripteur, de se constituer une épargne de précaution. Ce qu'on appelle l'épargne de précaution, c'est l'épargne qu'on met de côté, qu'on n'y touche pas en cas de coup dur de la vie. L'assurance vie permet également de préparer sa retraite, de protéger et valoriser son capital. Et elle permet en fin de compte de percevoir des revenus réguliers et organiser également sa transmission. Ce sont là des atouts indéniables. Donc, c'est d'abord une sécurité certaine, car les sociétés d'assurance sont solvables et encadrées par une réglementation protectrice. Les fonds euros garantissent le capital investi. Donc, dans tous ces atouts indéniables, il y a aussi le cadre juridique qui est stable. C'est-à-dire que le principe de la transmission hors succession du capital aux bénéficiaires, librement choisi, est durablement inscrit dans la loi. Il y a également une souplesse de fonctionnement. C'est-à-dire que le contrat évolue en fonction des besoins du souscripteur grâce aux facultés de retrait et d'arbitrage. Donc, comme d'autres atouts, elle a des avantages fiscaux attractifs. Et enfin, elle a un rendement réel, c'est-à-dire on peut choisir sa classe d'actifs et le bon niveau de ratio, c'est-à-dire rendement-risque. Fonds euros au capital garanti, fonds obligataires, fonds immobiliers, fonds actions géographiquement diversifiés, investissement socialement responsable, ce sont des mots que les clients entendent de façon générale lorsqu'ils souscrivent un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire quand on considère le contrat à 100%, combien on va mettre en fonds en euros, 10, 20, 30%, et le reste en unité de compte. Donc, pour permettre une souscription en bon état de cause, je vais vous donner quelques conseils pour faire le bon choix. D'abord, il faut s'intéresser à la société d'assurance selon les critères suivants. Le niveau de sécurité qu'offre la société, qui conditionne la conservation de votre épargne. Il faut également prendre en compte la qualité et la disponibilité du professionnel dans le conseil. Il faut également qu'il y ait des services associés au contrat. Que la politique d'entreprise, c'est-à-dire accord avec les valeurs portées. Vous devez être en accord avec les valeurs que porte l'entreprise où vous allez souscrire votre contrat d'assurance vie. Si c'est une entreprise, par exemple, admettons dans les services d'armes, ce genre de choses, et que vous y êtes totalement contre, vaut mieux s'abstenir. Il faut aussi prendre en compte le seuil d'accessibilité, aussi les supports financiers et leur performance sur le long terme.
Il faut aussi prendre en compte le niveau des frais prélevés à la souscription et pendant la durée du contrat. Et enfin, la proposition d'assurance doit être claire et bien comprise par le souscripteur. Quelle que soit votre situation personnelle, l'assurance vie reste tout de même un pilier de votre patrimoine. Nous allons prendre une pause et revenir tout de suite pour passer au titre « Comment souscrire une assurance vie ». Mesdames et messieurs, dans l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, c'est donc Erline au micro et nous abordons aujourd'hui le sujet de l'assurance vie. Donc, comme annoncé précédemment, nous allons voir maintenant comment souscrire une assurance vie. Les assurances vie sont vendues par des compagnies d'assurance, par des banques, des mutuelles, sur Internet, etc. Il existe des centaines de produits différents. À l'ouverture d'un contrat, vous réalisez un premier versement d'argent et l'assureur vous remet des documents légaux, tels que les conditions générales, le document d'information clé, qui s'appelle le DIC, ou la notice d'information, ainsi que le bulletin de souscription. En général, les contrats laissent la liberté d'investir quand vous le souhaitez, mais il faut respecter une somme minimale qui varie de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Donc, l'assurance vie, encore quelques conseils à vous donner à ce sujet. Il existe encore quelques contrats imposant à l'assuré d'effectuer des versements réguliers, en général chaque mois. Donc, il faut savoir que ces produits sont déconseillés, car ils s'accompagnent presque toujours de pénalités en cas d'interruption de paiement des cotisations. Il est donc préférable de choisir un contrat à versement libre que vous alimenterez à votre gré, y compris par des versements réguliers directement débités de votre compte bancaire si vous désirez épargner chaque mois. Vous pourrez modifier ou cesser ces prélèvements quand vous le voudrez sans aucune conséquence.
Donc, le deuxième conseil, c'est que certaines assurances vie associent à la fois une protection en cas de décès et une garantie en cas de vie. Elles sont généralement pénalisantes. Mieux vaut souscrire deux produits distincts. L'une pour l'épargne, l'assurance vie, l'autre pour l'assurance décès afin de protéger vos proches si votre patrimoine n'est pas suffisant en cas de disparition prématurée. Dans tous les cas, vous pouvez détenir autant de contrats que vous le souhaitez. La détention d'une assurance vie n'est limitée ni en nombre ni en montant. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire au nombre d'assurances vie que vous souhaitez et mettre la somme que vous souhaitez. Vous êtes totalement libre à ce sujet. Mais il est préférable de souscrire à une assurance décès si vous voulez protéger la famille en cas de décès et épargner sur une assurance vie. Ce sont deux produits totalement distincts. À cela, il faut désigner les bénéficiaires de son assurance vie. Lors de l'ouverture de contrat, l'intermédiaire vous invite à désigner le bénéficiaire en cas de vie, vous en général, et à indiquer des bénéficiaires qui recevront des capitaux si vous veniez à disparaître prématurément. La désignation de ces bénéficiaires en cas de décès est libre. Vous indiquerez là ou les personnes de votre choix sans aucune limitation. Cette désignation pourra être modifiée aussi souvent que nécessaire. De même, vous pouvez stipuler une répartition non égalitaire entre les bénéficiaires si vous le souhaitez. Cette désignation est vivement recommandée car c'est la condition pour que le contrat d'assurance vie bénéficie de son statut privilégié en matière successorale, y compris si vous souhaitez que le contrat bénéficie à vos héritiers. Il est donc préférable de désigner plusieurs rangs de bénéficiaires en cas de décès. Ainsi, si le ou les premiers sur la liste sont décédés, les sommes reviendront aux bénéficiaires indiqués au second rang et ainsi de suite. Le cas du bénéficiaire acceptant. Donc, vous devez connaître les règles du jeu. En matière de clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, les règles du jeu ont changé depuis le 17 décembre 2007. Désormais, le souscripteur d'un contrat est davantage protégé. Les explications? Il faut savoir qu'avant le 17 décembre 2007, un assuré avait souscrit un contrat d'assurance vie et désigné un bénéficiaire sur son contrat. Celui-ci, averti de cette largesse, n'avait qu'à adresser à l'assureur un courrier précisant qu'il accepte le bénéfice du contrat. Cette démarche avait pour effet de geler le contrat. L'assuré ne pouvait alors plus ni modifier la clause, ni procéder à des retraits sans avoir l'accord du bénéficiaire. Ceci explique que de nombreux assurés hésitaient à prévenir les bénéficiaires pour éviter de voir leur contrat bloqué. Et de ce fait, à leur décès, les bénéficiaires n'étaient pas toujours avertis. Donc, à compter du 17 décembre 2007, cette situation ayant donné lieu à de nombreux abus, le Parlement a donc voté une loi définissant les nouveaux contours du droit des bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Désormais, l'acceptation du bénéfice d'un contrat ne pourra se faire que par voie d'avenant, par acte authentique, c'est-à-dire devant le notaire, ou sous seing privé, sans le notaire. Cet accord peut être tripartite, c'est-à-dire entre souscripteurs
assureur et bénéficiaire acceptant ou bipartite entre le souscripteur et le ou les bénéficiaires, en ayant pris soin dans ce cas d'informer l'assureur. Ainsi, le souscripteur reste libre de refuser l'acceptation du bénéficiaire. Cette règle vaut pour les contrats en cours non encore acceptés et pour les contrats souscrits à compter de la date de la loi. Nous allons faire une courte pause et nous reviendrons tout de suite pour savoir comment vous pouvez récupérer votre argent. À tout de suite. De retour sur la radio Passion culturelle, dans l'émission L'intelligence patrimoniale, c'est toujours Erline au micro. Donc, comme nous avons annoncé tout à l'heure, nous allons parler désormais de comment récupérer mon argent. Donc, l'assurance vie est un placement de long terme, mais l'épargne y est généralement toujours disponible. Il existe 3 manières de récupérer les capitaux placés en une seule fois ou plusieurs, ou encore les transformant en rente viagère, c'est-à-dire en revenu versé jusqu'au décès. La fiscalité de l'assurance vie est plus intéressante après 8 ans, mais rien n'empêche de récupérer l'argent avant. Donc, 3 portes de sortie existent dans la plupart des contrats d'assurance vie. La première porte, c'est le rachat total. Le rachat total correspond à une fermeture définitive du contrat, c'est-à-dire que vous retirez en une seule fois tous vos capitaux. C'est une décision sans retour. Et si vous souhaitez à nouveau épargner dans le cadre de l'assurance vie, il vous faudra ouvrir un nouveau contrat, puis attendre 8 ans pour optimiser la fiscalité. La fermeture d'un contrat par rachat total peut aussi faire perdre des avantages successoraux acquis grâce à l'ancienneté de vos versements. Donc, la deuxième porte de sortie, c'est le rachat partiel. Il permet, lui, de retirer une partie du capital constitué tout en laissant le solde fructifier. C'est une solution très pratique pour compléter des revenus de la retraite ou pour faire face à une dépense imprévue. L'argent qui demeure investi sur le contrat conserve tous les avantages fiscaux acquis depuis l'origine. Donc, l'assureur vous demande de cocher un motif pour vous verser les fonds, soit la donation, soit les impôts, soit pour compléter des revenus, soit pour des travaux, etc. Donc, la troisième porte de sortie, c'est la transformation en rente viagère, qui consiste à échanger son épargne en une partie contre un revenu régulier versé par l'assureur jusqu'au décès de l'assuré.
Il s'agit là d'une solution radicale, car l'épargne ne vous appartient plus. En contrepartie, vous avez la certitude de recevoir ce revenu tant que vous êtes en vie, même si vous battez des records de longévité. Donc, nous allons voir un peu plus en détail l'assurance vie et la sortie en rente viagère. Donc, je disais, à l'échéance du contrat d'assurance vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis, c'est-à-dire les sommes versées et les intérêts capitalisés. Mais il est possible d'opter pour une rente viagère. Le souscripteur d'un contrat peut, si c'est inscrit dans les conditions générales, demander à l'assureur de transformer son capital en rente. Celui-ci, lui, sera versé jusqu'à son décès selon une périodicité définie à l'avance. Donc, l'assuré pourra la recevoir tous les ans, ou bien tous les semestres, ou encore tous les trimestres, et même tous les mois. Il a de ce fait des revenus garantis. Mais il faut savoir que cette décision est irréversible et a également des implications importantes et ne doit pas être prise à la légère. En effet, la propriété de l'épargne est transférée de l'assuré à l'assureur. Ce qui veut dire que votre assurance vie ne vous appartient plus à vous, mais appartient à la banque. Ce mécanisme est nommé l'aliénation de l'épargne. Cela signifie que même si l'assuré a besoin de son capital et souhaite le récupérer, il ne peut revenir sur sa décision. Le second point également essentiel est que l'épargne accumulée sur le contrat d'assurance vie ne peut être transmise et les héritiers n'y ont pas droit. Ce qui paraît logique, puisque la banque va verser une somme tous les mois au souscripteur, mais admettons que l'assurance valait 1 million, admettons, donc ces 1 million appartiennent désormais à la banque. Donc, je vous explique en détail. Admettons qu'une personne âgée a un contrat d'1 million et n'a pas d'enfant, et se dit, bon là, je dois aller en maison de retraite, je pars en maison de retraite, donc je veux récupérer tous les mois 3 000 € pour vivre normalement ou convenablement, 3 000 à 4 000 €, et la banque va récupérer le 1 million qui appartient désormais à la banque. En contrepartie, elle verse les 3 000 à 4 000 € au souscripteur. Donc, si le souscripteur meurt de suite ou meurt avant que les 1 million se terminent, le reste, en tout cas, appartient à la banque. Imaginons que le souscripteur meurt 1 mois après, et bien la banque a touché le gros lot. Si cependant que le million se termine et que la personne, le souscripteur, est toujours vivant, bien la banque doit continuer à lui verser sa rente tous les mois, comme prévu au contrat. Donc, c'est une solution que cherchent souvent les personnes qui n'ont pas d'enfants, parce que cette somme n'appartient plus aux souscripteurs ni aux héritiers, mais appartient à la banque. Donc, une dernière façon de pouvoir utiliser son argent, de pouvoir retirer son argent, donc c'est l'avance ou le rachat. Donc, pour ça, il faut faire ses comptes. Besoin ponctuel d'argent pour financer un projet. Souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, vous pouvez demander une avance ou un rachat partiel sur votre contrat. Mais comment choisir entre ces deux solutions? Avance ou rachat? Comment ça marche? Donc, il faut savoir que rachat partiel, il y aura des impôts à payer. Opérer un rachat partiel sur son contrat d'assurance vie ou de capitalisation ne met pas un terme au contrat, mais vous allez devoir payer des impôts sur les gains. La somme retirée lors du rachat est constituée d'une part de capital et d'intérêt. Les intérêts retirés sont fiscalisés
et le taux d'imposition est variable selon la durée de votre contrat. Il faut l'intégrer à votre revenu imposable ou l'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, dont le taux est dégressif selon l'âge de votre contrat, c'est-à-dire 35% si le contrat a moins de 4 ans, 15% entre 4 et 8 ans et 7,5% au-delà de 8 ans. C'est pour ça que je disais que le contrat est plus intéressant à partir de 8 ans, est plus intéressant en tout cas fiscalement à partir de 8 ans d'âge d'ancienneté. Pour les sommes versées à compter du 27 septembre 2017, les règles du jeu ont changé pour les retraits réalisés avant 8 ans. Donc maintenant, nous allons voir une avance. Qu'est-ce que c'est? Et il faut savoir qu'il y aura des frais à prévoir. L'avance est une somme d'argent mise à disposition par l'établissement financier auprès duquel vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation et dont le montant maximum dépend de la somme figurant sur le contrat, entre 60 et 80% du montant investi selon les contrats. Cette somme n'étant pas à proprement parler retirée du contrat, il n'y a pas de fiscalité applicable. En contrepartie, l'établissement financier demande une rémunération sous forme d'intérêt, comme il le ferait pour un prêt. Le taux d'intérêt est calculé en fonction soit du taux moyen des emprunts d'État, soit de la rémunération du fonds euro l'année précédant la demande d'avance, majoré dans les deux cas des frais de gestion du contrat et d'une rémunération de l'assureur. La durée de l'avance dépend des contrats sans pouvoir dépasser 3 années renouvelables 2 fois. Elle est généralement remboursable en une ou plusieurs fois. Le délai de mise à disposition des fonds est variable selon les établissements financiers. En cas de non-remboursement, le montant avancé sera déduit de votre contrat. L'avance n'est pas possible dans tous les contrats. En fait, l'avance est considérée comme un crédit que la banque vous fait à hauteur de la somme maximum qui se trouve sur votre contrat, entre 60 et 80% de la somme. Donc, elle vous fait un crédit et si vous ne remboursez pas, elle récupère la somme sur votre contrat. Il faut savoir que les prélèvements sociaux s'appliquent dans les deux cas, en cas de rachat ou en cas d'avance. Les gains de l'assurance vie sont toujours soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Ils sont prélevés chaque année à la source pour les fonds en euros et directement déduits des intérêts crédités sur votre compte lors d'un rachat. Ils sont prélevés à la date du rachat, donc avance ou rachat. Les prélèvements sociaux sont payés dans les deux cas. Donc, ce sera tout pour notre sujet du jour, à savoir l'assurance vie. C'était Erline dans l'émission L'intelligence patrimoniale sur la radio Passion culturelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et je vous dis au revoir.